Je prends peut-être une petite dizaine de minutes. Vous savez maintenant que Laetitia notamment a souhaité que chaque groupement, à chaque fois qu'on se réunit, on puisse aussi avoir une capsule de fin un peu plus inspirationnelle en toute humilité, un peu plus tournée vers la prospective et peut-être ce qu'on identifie aussi sur ce qui est en train de se faire sur le marché. Donc Laetitia m'a proposé que fort de toutes les publications qui passaient par l'innovatoire dont vous savez que l'objet consiste à identifier, comme on les appelle, les signaux faibles, et puis derrière, essayer de comprendre les impacts de ces signaux faibles sur vos métiers. Donc Laetitia m'a proposé de choisir l'un des sujets qui est traité à travers la plateforme. Pas facile, voilà, là c'est pour vous inciter à aller voir l'innovatoire. Et j'ai souhaité vous parler du sujet des nouvelles coopérations. Alors pourquoi ce sujet des nouvelles coopérations? La crise aura, d'une certaine manière, accéléré un grand nombre de tendances qui étaient sous-jacentes. Elle aura fait émerger des besoins en termes de solidarité, de complémentarité, d'entraide entre tout un tas de, j'allais dire, d'acteurs de la société civile, entre entreprises, entre associations, entre citoyens, entre métiers. Et donc ce sujet des nouvelles coopérations m'est apparu comme intéressant à porter et à essayer d'intellectualiser aujourd'hui très rapidement auprès de vous. Vous avez vu, qui dit nouvelle coopération, dit aussi ce qu'on appelle la cross-industrie. Donc la cross-industrie, c'est des rapprochements entre entreprises et entre marchés, en fait, eu égard en fait à des nouvelles pratiques, à des nouveaux enjeux citoyens, environnementaux, économiques, etc. Donc c'est aussi une autre raison qui a fait que j'ai souhaité parler de ce sujet-là. Et enfin, la dernière raison qui a fait que j'ai souhaité parler des nouvelles coopérations, c'est qu'en règle générale, quand on doit agréger de nouveaux services, soit on les développe en interne, soit on fait de la croissance externe et on rachète des entreprises, soit, j'allais dire, on les achète comme on achèterait une prestation auprès de prestataires, mais les coopérations d'un autre genre, j'allais dire à niveau égal, sans fusion, sans rachat, c'est quelque chose qui est encore assez peu dans la culture de bon nombre d'entreprises. Donc ça m'est apparu, là encore une fois, intéressant de le traiter. Très rapidement, comment je vous propose de présenter ce sujet? De trois manières. Un, quelles sont les trois dimensions de ces nouvelles coopérations? Là, je vais prendre appui sur des productions de l'innovatoire. Deux, l'incarnation de mon propos par des exemples. Trois exemples qui viendront non pas de notre secteur, mais d'autres secteurs. Parce que c'est important de regarder là aussi des rapprochements qui s'opèrent dans d'autres industries. C'est toujours inspirant de faire ce fameux pas de côté. Et trois, quelques exemples de coopération dans notre industrie de l'événementiel pour revenir un peu plus proche du terrain en fin de propos. Euh, donc, quelles sont les trois dimensions des nouvelles coopérations? La première dimension, elle est individuelle. Et cette dimension-là, c'est Émeric Magne, le directeur événement de Disneyland Paris, qui en parle dans sa production qu'il a publiée sur l'innovatoire en février et qui s'appelait Interaction et gamification au cœur des expériences événementielles. Et Émeric Magne nous parle de ce que lui appelle la full hybridation. Ce que lui appelle la full hybridation, c'est de se dire que le Covid, mais finalement bien au-delà du Covid, aura amené sans doute des évolutions de pratiques, l'évolution en termes de rythme de travail, un nouveau rapport à la mobilité, la suppression, c'était déjà bien enclenché, des frontières entre la vie professionnelle, la vie personnelle, notamment avec la numérisation, avec le télétravail, la vie, j'allais dire, sociale, à travers ses passions, à travers ce qu'on fait aussi en groupe, en collectif, avec sa famille, et que grosso modo, Émeric nous dit qu'un participant n'est plus simplement qu'un individu professionnel qui n'a qu'un but professionnel. C'est aussi une personne dans son entièreté, avec des passions personnelles, avec une vie sociale, avec de nouvelles pratiques qu'il a envie de finalement de voir finalement transcrire aussi bien dans sa vie professionnelle, et qu'aujourd'hui, il nous dit qu'il faut sortir de la simple vision de cette segmentation marketing un peu enfermante, qui est de dire j'ai mon professionnel, qu'est-ce que je lui dis? Émeric nous dit qu'il faut essayer de comprendre une personne dans sa complexité, toutes les facettes de cette personne, sa vie personnelle, sa vie professionnelle, sa vie sociale, et que sans doute demain, les expériences événementielles ne devront pas simplement parler à la facette professionnelle de la personne, mais aussi faire écho à ce qui elle est à titre individuel et à titre social. Et que pour faire tout cela, pour aligner finalement toutes ces identités d'une même personne, eh ben, il faudra nécessairement coopérer entre prestataires de solutions, entre territoires,
entre fournisseurs de solutions événementielles, puisque évidemment, une entreprise seule ne pourra pas répondre à tous ces enjeux de la réponse aux identités de la personne. Donc ça, c'est la dimension individuelle. Il y a une deuxième notion dans ces nouvelles coopérations. C'est une dimension collective et j'allais même dire territoriale. Ça, c'est un sujet qui est ressorti de cette fameuse web-série de l'Innovatoire. Et dans l'un de ces épisodes qui était dédié aux nouveaux espaces de consommation, l'un des sujets qui a été traité a été de se dire que au sein des territoires, il allait y avoir un fort besoin de recréer des espaces de rencontre et de sociabilité, que la cohésion sociale était sans doute l'un des enjeux majeurs de nos sociétés. Également que ces espaces-là de sociabilité permettent à chacun, notamment à l'échelle du quartier. L'échelle du quartier redevient finalement une échelle de réflexion, notamment dans l'urbanisme. On parle de la ville du quart d'heure et au fait de retrouver finalement dans son environnement de proximité un grand nombre d'activités et que ces activités permettent aux citoyens et consommateurs d'être aussi acteurs, qu'ils puissent là aussi venir coopérer, être dans des logiques d'entraide avec les autres résidents du même quartier, et que tout ça, cette volonté d'implication dans la vie de son quartier aussi, va créer une nouvelle sociabilité de proximité qui va sans doute s'incarner à travers ce qu'on appelle les tiers-lieux, qui se développent de plus en plus sur l'ensemble du territoire, des espaces de sociabilité, et que là aussi, nécessairement, ces nouveaux espaces-là vont devoir agréger des services qu'ils ne proposaient pas avant et que ça va nécessairement amener de nouvelles coopérations. Si je devais illustrer mon propos, je dirais que c'est finalement le chemin que prend l'industrie de l'hôtellerie, qui dans ses réflexions aujourd'hui se dit que finalement, un hôtel n'a pas qu'à répondre aux besoins de sa clientèle, mais aussi aux besoins du quartier, et qu'il faut donc que les hôtels s'ouvrent aussi sur leur quartier, agrègent et créent de nouveaux services, de laverie et autres, de livraison, de réception de colis, vis-à-vis des besoins de ce quartier, et que donc ça va amener de nouvelles coopérations. Et enfin, la dernière dimension de la coopération nécessaire, c'est au niveau sociétal. Et là, c'est Caroline Durand-Gasselin d'Eric Conseil qui nous en parle et qui évoque les grands enjeux, bien sûr, environnementaux, sociaux, de transformation des modes de production et de consommation. Et que face à tous ces enjeux-là, il va être nécessaire que les entreprises coopèrent entre elles, avec leurs clients, avec leurs consommateurs, avec les ONG, avec les associations, avec tous ceux qui finalement pourront se lancer dans la bataille des grands enjeux devant nous. Donc voilà pourquoi, voilà finalement quels sont les enjeux des nouvelles coopérations. Je vous cite ces fameux 3 exemples qui m'ont, il y en a beaucoup des exemples, hein, mais qui me sont apparus comme intéressants. La première coopération, c'est celle menée à un niveau sociétal entre l'éducation nationale, la Nouvelle-Aquitaine et Ubisoft. Ubisoft, pour ceux qui ne connaissent pas réellement, c'est un gros éditeur européen de jeux vidéo français et l'un des leaders internationaux. Quel est l'objectif de cette coopération? C'est de travailler sur le décrochage scolaire. Et donc, à travers notamment les nouvelles pédagogies, l'éducation nationale, la Nouvelle-Aquitaine ont souhaité travailler sur le décrochage scolaire en faisant infuser dans leur pédagogie la logique d'entertainment. Et donc, ils se sont adossés à Ubisoft pour, j'allais dire, travailler sur la conception de jeux vidéo avec des classes dites de décrochage pour en fait mettre en application à travers la création de ces jeux vidéo tout ce qu'on apprend en mathématiques, en littérature, etc., etc., en langue étrangère aussi, etc. Et donc, finalement, derrière cet exemple très précis, c'est une coopération entre, j'allais dire, le monde de l'éducation, peut-être le monde de la formation professionnelle demain, et le monde des jeux vidéo, et au-delà, le monde du gaming et de l'entertainment, comme on dit. Donc, ce sont des rapprochements, là aussi, de marché qui me paraissent intéressants, puisque ces acteurs-là voient les jeux vidéo comme des médias, finalement. Et je crois que les événements sont aussi des médias. Donc, il y a peut-être des choses intéressantes à piocher. Ensuite, il y a une coopération. Deuxième coopération entre Marriott et Uber. Marriott, la chaîne hôtelière, et puis Uber, qu'on connaît tous, la plateforme de mobilité, de livraison, etc. Quels ont été les principes de cette nouvelle coopération? Le point de départ de Marriott a été de se dire, on a nos espaces de restauration au sein des hôtels, mais en fait, aujourd'hui, les clients des hôtels souhaitent aussi reproduire leurs propres pratiques au quotidien. Et leur propre pratique au quotidien, c'est aussi de se faire livrer via Uber Eats
des denrées, des repas depuis chez soi. Et donc, Marriott s'est dit, plutôt que d'essayer de protéger notre modèle traditionnel sur la restauration dans nos hôtels, eh ben, on va essayer d'agréger un nouveau service, de le travailler avec Uber Eats et de faire en sorte que les clients Marriott bénéficient là aussi davantage sur la plateforme Uber Eats et vice-versa. Donc là, c'est vraiment une coopération entre un acteur de l'hébergement et un acteur de la mobilité. Et enfin, la dernière coopération, je dirais que le dernier exemple que je voulais prendre, c'est la coopération entre une marque et sa communauté. C'est notamment une entreprise de cosmétiques qui s'appelle Nidé, nidé.co, qui en fait, vous verrez, s'appuie sur sa communauté pour lancer ses nouveaux services, lancer ses nouveaux produits, et donc en fait initier les idées. Dit autrement, c'est la marque de cosmétiques qui vous permet de soumettre une idée de nouveaux produits, déjà la soumettre à la marque, puis ensuite de la mettre au vote de la communauté. Donc, vous êtes client de cette marque de cosmétiques, vous êtes visiteur de ce site internet, vous allez sur ce site, vous votez pour les meilleurs projets. Les meilleurs projets donc proposés par la communauté sont derrière développés par la marque de cosmétiques, qui s'occupe évidemment de la R&D du travail. Et si ce produit en effet est commercialisé, la personne qui a soumis le projet devient actionnaire à vie et touche des dividendes sur le produit qui va être commercialisé par Nidé. Ce que ça veut dire, cette coopération, c'est que dans ce cas de figure, l'entreprise ne voit plus simplement sa communauté comme cliente, comme des acheteurs, comme des consommateurs, mais considère sa communauté comme partie prenante, actionnaire de l'entreprise. Ça change complètement le rapport à la communauté, ça change complètement l'engagement et accessoirement, ça change complètement le modèle économique. Et les événements qui sont là aussi j'allais dire, qui animent des communautés territoriales et de filières, ont peut-être là aussi un intérêt à réfléchir à ces logiques de réévaluation peut-être de ce qu'ils peuvent attendre de leur communauté. Et pour finir, sur 4 exemples un peu plus proches de vous, mais ça me paraît toujours très intéressant et important de faire un pas de côté, j'ai pris 4 exemples de ce qui a été impulsé pendant la période. Le premier exemple de nouvelle coopération, c'est une association internationale qui s'appelle Hybrid City Alliance, qui s'est créée en décembre 2020, justement pour se positionner sur ce futur marché des événements hybrides qui vont se dérouler et qui vont se décliner par territoire. Ce sont en fait une douzaine, je crois, de villes qui, à travers leur bureau des congrès, adhèrent à cette association. En France, je crois que c'est la ville de Cannes. Il n'y a aucun quota par territoire à ma connaissance, mais la ville de Cannes a rejoint l'initiative. Grosso modo, l'idée de cette association, c'est de dire demain, on aura peut-être des événements territorialisés qu'il faudra mettre en connexion, donc un événement sur le territoire nord-américain, asiatique, français, au Royaume-Uni, etc. Et au bout d'un moment, arriver en offre de services conjointe en disant, bah, nous, à travers notre association, voici les villes qui sont membres du réseau, on vous assure un grand niveau d'expertise de ces villes sur l'hybridation des événements. On arrive groupé et vos populations qui sont sur le territoire américain, plutôt que de les faire venir avant centralisées à un endroit du monde, resteront sur le territoire nord-américain, asiatique, etc., etc. Et nous, on vous promet des connexions à distance et une expérience, j'allais dire, rassurante de coopération territoriale. Le deuxième exemple, coopération entre deux marques que vous avez peut-être vu passer, Barrière et TF1 Factory. TF1 Factory, donc agence de création de contenu du groupe TF1, le groupe Barrière qu'on ne présente plus. L'idée était de se dire, là aussi, dans ce nouveau marché sans doute des événements émissions télé, qui ne remplaceront pas les événements, mais qui vont les compléter sans doute pour animer sa communauté toute l'année, eh ben, nous, TF1, on va amener notre capacité de production de contenu, notre maîtrise de l'éditorialisation, notre panel de journalistes, le réseau d'intervenants que le groupe TF1 maîtrise, et nous, le groupe Barrière, on va amener notre répartition géographique territoriale, des espaces beaucoup plus sympathiques que des studios télé dans nos hôtels et dans nos casinos, et puis donc une unicité de lieu là aussi finalement. Et donc c'est vraiment une coopération entre deux entreprises qui ne se parlaient sans doute pas nécessairement auparavant, mais qui, à travers cette nouvelle coopération, va le faire. Petit point de détail, cette coopération a été initiée non pas par, j'allais dire, le haut de la pyramide, mais par deux personnes
qui se connaissaient, une dans les équipes de TF1 et une dans les équipes de Barrière, et qui ont proposé ça en interne. Et quelques mois plus tard, on arrive à ça. Troisième coopération et avant-dernière, pour ne pas trop prendre de votre temps, c'est la coopération qui datait d'avant la crise entre WSN, qui est un organisateur notamment de salons autour de la mode, organisateur international, Who's Next pour le plus connu, et Ulule. Ulule qui est la plateforme de financement collaboratif. Et là, l'idée a été de se dire, vous êtes des nouveaux créateurs, vous êtes cette communauté qui voulait là aussi développer vos produits. Et ben, on va à la fois capitaliser sur ce que permet cette plateforme Ulule, le recensement, le vote de la communauté, le fait de pouvoir être dans des logiques de crowdfunding. Donc, vous allez, j'allais dire, pouvoir avoir accès à ces services-là. Et nous, WSN, on va là aussi pouvoir vous accompagner sur peut-être le fond de votre projet, sur la mise en visibilité sur nos événements de vos prototypes. Et donc, c'est une coopération finalement avec un grand bénéfice pour la communauté, puisque ça donne accès à un service plutôt intéressant à la communauté. Et le dernier exemple, c'est celui d'une coopération entre deux événements. On a plutôt tendance, en règle générale, de parler de rachat, de fusion, etc. Là, c'est vraiment une coopération entre deux événements autour de la cybersécurité, un Suisse et un Français, Swiss Cyber Security Days, et le Forum international cybersécurité qui se tient à Lille. Et là, l'idée a été de se dire, on est sur deux territoires, on est sur des thématiques communes, mais on est sur deux territoires différents. Et finalement, plutôt que de se faire une sorte de concurrence, on a des publics en commun. On va peut-être pouvoir mettre en place ensemble des passerelles entre nos speakers, entre nos exposants, entre nos visiteurs. Peut-être qu'on va pouvoir valoriser le savoir-faire français en Suisse et vice-versa, que ça passera demain par des pavillons, le pavillon de la Cybersecurity France sur l'événement suisse et vice-versa. Et donc, c'est sans doute une nouvelle forme de coopération à la carte. Peut-être que ça ouvrira la voie à quelque chose, à titre personnel, à laquelle je crois beaucoup, c'est justement des coopérations entre événements selon la thématique. Un événement A qui en année 2020 coopère avec l'événement B, et ce même événement A qui en année 2021 coopère avec un événement C pour créer des passerelles avec de nouvelles communautés et générer toujours plus d'intérêts croisés, parce que ce qui est important, c'est les événements ont tendance, j'allais dire, à regrouper des métiers, mais ce qui est très important, c'est ce transmétier, ces coopérations entre tous les métiers. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette brève capsule vous aura donné envie de continuer de vous impliquer dans les groupes de travail d'Unimev et puis de lire les productions de l'Innovatoire, parce que c'est de ça dont on essaye de traiter au quotidien avec l'équipe. Je vous remercie.